Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons les interventions avec Monsieur le collègue de Maurice Richard. Monsieur le député de Maurice Richard, pardon. Je prends les deux, Madame la Présidente, c'est très bien. On a 27 minutes, c'est ça qui nous reste avant la fin de la session. 22 minutes, 3 secondes précisément. 22 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À mon tour de dire que nous allons appuyer la motion de nos collègues. Je sais qu'on est en fin de journée. Je vais essayer de nous garder éveillés étant donné l'importance du débat qui est devant nous. Le projet de constitution du ministre de la Justice n'est pas anodin. D'un point de vue démocratique, Madame la Présidente, ce projet-là est une véritable honte, est un affront fait à notre peuple. Est une honte dans son processus, est une honte dans son contenu, est une honte dans le contexte dans lequel il arrive. D'abord, il arrive dans quel contexte? Il arrive dans un contexte d'affaiblissement généralisé des contre-pouvoirs. Un après un, ce gouvernement, depuis 2018, a affaibli une quantité astronomique de contre-pouvoirs et on ne pourra pas dire que ce ne sont pas des idéologues, Madame la Présidente. Laissez-moi vous donner quelques exemples. En environnement, décembre 2019, loi 34, affaiblissement de la Régie de l'énergie. Février 2020, loi 44, affaiblissement du Conseil de gestion des fonds verts. Février 2023, loi 2, affaiblissement des régies de l'énergie. Mars 2025, loi 93, sur mesure, Madame la Présidente, on affaiblit nos normes environnementales pour une multinationale étrangère, à savoir Stablex. Et sous bâillon, faut-il rajouter, un autre contre-pouvoir qui est tout simplement la démocratie de l'Assemblée nationale que l'on a bâillonné. Encore en environnement, juin 2025, loi 69, affaiblissement encore une fois de la Régie de l'énergie. Et enfin, le projet de loi 5 en ce moment, l'affaiblissement du BAP. Pour les immigrants, Madame la Présidente, en juin 2019, le même ministre qui est actuellement ministre de la Justice a passé loi 9, affaiblissement des droits des immigrants. En mai 2025, loi 84, affaiblissement encore une fois des droits fondamentaux des immigrants. Les droits des minorités ont été atteints en juin 2019 avec la loi 21, ceux des autochtones en juin 2022 avec la loi 96, ceux des minorités encore une fois en octobre 2025 avec la loi 94, avec le projet de loi 9 en ce moment, avec encore une fois un affaiblissement de la charte, car tout ceci se fait en dérogeant à la charte qui, faut-il le rappeler, a été adoptée à l'unanimité. Le droit des travailleurs, maintenant, il a été affaibli avec la loi 89 en mai 2025 pour le droit de grève, Madame la Présidente, le projet de loi 3 pour l'affaiblissement des syndicats et enfin pour le communautaire, le projet de loi 7 actuellement devant nous et je ne vous parle même pas des droits des locataires avec le projet de loi 31. Voici maintenant que dans ce contexte d'affaiblissement généralisé des contre-pouvoirs, excusez-moi Madame la Présidente, dans un contexte généralisé d'affaiblissement des contre-pouvoirs, des minorités, des travailleurs, de l'environnement, on vient rajouter une pièce maîtresse et terriblement dangereuse qui est ce projet de constitution. C'est un affront, je l'ai dit, à notre population, c'est un affront dans ce processus. Ce gouvernement n'a jamais, à aucun moment, dit en campagne électorale qu'il allait proposer un tel projet. Il n'a pas fait de consultation au préalable, pas de constituante, pas de grande consultation de la population, pas de vote aux 2/3, pas de référendum. Madame la Présidente, avouez que pour un projet de constitution qui devrait normalement nous rassembler toutes et tous, nous nous retrouvons malheureusement devant un projet écrit par un ministre qui est de plus en plus seul. Il est d'autant plus seul qu'il y a, la semaine dernière, seulement 800 organismes qui ont demandé le retrait pur et simple de ce projet. Tous les groupes des Premières Nations ont demandé le retrait pur et simple de ce projet. Pire encore,
Alors que ce gouvernement se gargarise d'être un grand gouvernement nationaliste, il nous fait mal paraître à l'international, Madame la Présidente, avec même des rapporteurs de l'ONU qui sont sortis pour nous dire à quel point ils s'inquiétaient pour notre démocratie avec ce projet. Et justement, Madame la Présidente, l'ONU, notamment par le biais du Haut-Commissaire des droits de l'homme et des notes d'orientation du secrétaire général, donne les bonnes pratiques à suivre. Une co-construction avec les Premières Nations et avec l'histoire coloniale qui est la nôtre, c'est la seule chose à faire. Une consultation large et inclusive des personnes les plus marginalisées et les plus vulnérables. Car on ne se mentira pas, Madame la Présidente, les personnes qui viennent nous voir ici en commission sont les personnes les plus éduquées, les mieux nanties, les personnes les plus poquées que la société a malmenées, que la vie a malmenées, malheureusement, n'arrivent pas jusqu'aux portes de cette Assemblée. Il faut justement aller les voir. Et ce que l'ONU nous dit, c'est pas qu'il faut aller les voir après que le projet soit écrit, mais c'est bien avant que le projet soit écrit, Madame la Présidente. Et enfin, il faut intégrer les questions des droits fondamentaux. Or, ce projet affaiblit du début à la fin les droits fondamentaux des Québécoises et des Québécois et les contre-pouvoirs, en contradiction avec tous les engagements du Québec que nous avons pris nous-mêmes, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, les conventions internationales sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, les conventions, donc la première en 96, la première en 76, la deuxième en 78, en 81, nous avons intégré la Convention relative à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. En 87, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 91, nous avons signé la Convention relative aux droits de l'enfant. En 2007, le protocole facultatif concernant à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. En 2010, la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En 2018, le protocole facultatif qui est associé. Rien dans cette Constitution ne respecte les engagements que le Québec a pris en lui-même. Mais malheureusement, Madame la Présidente, si ce n'était seulement que du processus. Mais le contenu est une catastrophe, est un recul pour les droits des peuples autochtones, est un recul pour le respect de la Charte québécoise des droits et libertés qui, faut-il le rappeler, a été adoptée avant celle du fédéral, est un affaiblissement du pouvoir judiciaire et du pouvoir de la société civile, un affaiblissement aussi des droits fondamentaux parce qu'il y a une hiérarchisation en contradiction totale avec tous les principes des droits fondamentaux, un affaiblissement du droit à l'avortement, y compris une fois qu'il a enlevé le fameux article 29 qui nous a occupés pour rien, et enfin une politisation du judiciaire à travers un Conseil constitutionnel de nature politique. D'abord, parlons des Premières Nations. Ce projet refuse le statut de peuple aux Premières Nations, alors que c'est au peuple que les droits sont affiliés et non pas aux nations. Et ce n'est pas pour rien que la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones existe. Et je rappelle que cette noble assemblée en 2019 a voté une motion à l'unanimité présentée par ma collègue de Saint-Marie-Saint-Jacques, où on disait, après des rapports terriblement douloureux, le rapport vient, par exemple, des rapports qui reconnaissent le racisme systémique que vivent nos frères et sœurs des Premières Nations, que, encore une fois, ce gouvernement refuse encore de reconnaître, eh bien, nous avons voté à l'unanimité que nous devons intégrer la question des droits des peuples autochtones dans la Déclaration des Nations Unies. Mais malgré ça, ce projet-là leur refuse le b.a.-ba qui est de leur reconnaître leur statut de peuple. En fait, il est en contradiction avec toute la jurisprudence et y compris ce qui se retrouve dans l'article 35 de la Constitution de 1982. C'est pas étonnant, je vous dirais, Madame la Présidente, parce que malheureusement, il y a une cohérence dans l'aspect colonial et dans l'aspect du non-respect des droits des Premières Nations. Ce gouvernement est allé devant les tribunaux à chaque fois pour contredire les droits des Premières Nations et à chaque fois, il a perdu. Et malheureusement, ça ne fait pas honneur à notre nation, Madame la Présidente. Évidemment qu'il faut co-construire et cohabiter sur ce beau territoire et non pas se retrouver à bafouer les droits des Premières Nations.
Ensuite, il y a la question de l'affaiblissement de la charte. Rappelons que cette charte a été votée à l'unanimité en 1975, 7 ans avant celle de Trudeau. Nous avons montré la voie. Nous avons été les premiers en 1977 à y intégrer la question de la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle de toute l'Amérique du Nord. La première législation, et nous en sommes fiers. Nous l'avons fait à chaque fois à l'unanimité. À chaque fois à l'unanimité ou à la quasi-unanimité. Et depuis l'arrivée de la CAQ, il y a étape après étape un affaiblissement de ce joyau. En 2019, à travers la laïcité, qu'ils sont en train de nous dire « c'est nos valeurs à nous, le Québec, etc. » Madame la Présidente, ils l'ont adopté sous bâillon. C'est ça nos valeurs de l'Assemblée nationale? C'est de bâillonner l'Assemblée nationale pour passer leur vision de la laïcité, qui contredit les principes même qui sont écrits dans la loi 21. Parce que faut-il le rappeler, dans la loi 21, l'article 2, le droit à l'égalité, le droit à la liberté de conscience, le droit à la neutralité, sont les fondements même de la laïcité. Et ils savent très bien qu'en interdisant les signes religieux, eh bien, ils sont contraires au droit à l'égalité des femmes, et parmi elles, les femmes musulmanes qui ont décidé de mettre un foulard. Ils sont en contradiction avec la liberté de conscience, encore une fois, des femmes. Et ils sont en contradiction avec la neutralité, car il n'est pas neutre quand on discrimine par des lois des minorités et des personnes en fonction de leur religion. Un État neutre, c'est un État qui s'assure de ne pas privilégier ou défavoriser les gens en fonction de leurs croyances. Et c'est ça la véritable laïcité, celle qui rassemble, pas celle qui divise. Et ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont adoptée sous bâillon. Et donc, ils ont adopté, Madame la Présidente, des modifications à la charte à chaque fois en coupant court avec notre histoire, qui est celle d'adopter à l'unanimité les changements, parce que c'est pas rien, c'est une loi supra-constitutionnelle, semi-constitutionnelle, et ça veut dire qu'elle est au-dessus des autres, que les autres s'interprètent en fonction de celle-là, qu'on doit absolument la respecter. Ils l'ont fait pour la loi 21, pour la loi 96, pour la loi 84, pour la loi 94 et maintenant pour le projet de loi 9. C'est une tradition à chaque fois que justement la charte est là pour protéger les droits des minorités. Eux, ils en dérogent. Non seulement ils en dérogent, mais en plus, ils modifient son contenu pour assujettir encore plus les droits fondamentaux à toutes sortes d'exceptions. Eh bien, ce projet de constitution va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et force est de constater que le ministre ne doit pas comprendre son propre projet de loi quand il nous dit « mais rassurez-vous, moi j'ai mis la charte à l'intérieur de la Constitution, je l'ai justement élevée au niveau constitutionnel ». Ben là, il est juriste. Il a dû bien comprendre qu'en mettant absolument tout au niveau semi-constitutionnel, en fin de compte, nous sommes en train d'abaisser la valeur de la charte. Parce qu'il met la Constitution, la laïcité, l'intégration, la charte de la langue française et sa loi sur l'autonomie constitutionnelle au même niveau. Pire encore, avant ce projet de loi 1, cette Constitution, seulement le Code civil s'interprétait en harmonie avec la charte. Maintenant, c'est la charte qui s'interprète aussi en harmonie avec le Code civil. C'est plus de 3000 articles, le Code civil, et on vient de les mettre au même niveau. Vous imaginez, Madame la Présidente, sans compter qu'ils viennent assujettir les droits fondamentaux à des droits collectifs qui sont définis nulle part, et sans compter qu'on vient de rajouter dans toutes les lois que je vous ai dit, la Constitution, la laïcité, l'intégration, la charte de la langue française, l'autonomie constitutionnelle, que ça protège la nation québécoise et l'autonomie constitutionnelle, et je vais en parler juste après. Mais parlons d'abord des droits collectifs. Comment pervertir un si beau mot après avoir perverti la laïcité? La laïcité est quelque chose de noble qui nous permet de vivre ensemble dans une véritable démocratie, qu'on s'assure que tous les gens ont le droit à la libre conscience et à l'égalité. Mais les droits collectifs, c'est pareil. C'est quelque chose de beau. C'est le droit collectif d'avoir de l'air sain, parce que ce n'est pas seul qu'on respire, c'est en groupe. C'est le droit collectif de vivre dans une démocratie où il y a des contre-pouvoirs. C'est le droit collectif d'avoir la santé, d'avoir l'éducation. C'est ça, nos droits collectifs. Ce n'est pas de discriminer une minorité au nom du droit collectif. Ce n'est pas une simple majorité parlementaire qui décide de qui on discrimine et qui on ne discrimine pas. C'est justement pour ça que nous avons les droits fondamentaux qui, faut-il le rappeler, sont fondamentaux, Madame la Présidente. Mais ça ne s'arrête pas là.
quand l'Assemblée nationale promulgue une loi, il se peut que cette loi-là soit anticonstitutionnelle, qu'elle ne respecte pas un certain nombre de règles existantes. Et là, la société civile a un rôle, le barreau a un rôle, la commission de droits de la personne a un rôle, les universités, les municipalités, tous ces groupes-là ont un rôle pour pouvoir faire respecter les droits des Québécoises et des Québécois. Et parfois, il arrive que cette noble institution outrepasse ses pouvoirs, parce que la démocratie, l'État, c'est trois choses. C'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et ici, quand on a une majorité, force est de constater que le législatif, l'exécutif, c'est un peu la même chose, fait qu'il ne nous reste plus que le judiciaire. Et donc, on peut et on doit, dans une démocratie, pouvoir contester des lois. Pour ce faire, ça coûte une beurrée, Madame la Présidente. Les avocats coûtent vraiment cher, il faut se le dire. J'ai un ami avocat ici qui doit le savoir. Et deuxièmement, on doit invoquer un certain nombre de choses. Et quand c'est des droits fondamentaux qui sont touchés, on doit invoquer la charte. Et là, on va devant la justice. Il y a une décision de justice, on peut faire appel. Et en parallèle avec ça, on peut aller tout de suite demander une injonction, un sursis, parce que les dommages sont irréparables. Et là, la justice peut décider si oui ou non on met sur pause l'application d'un projet de loi ou d'un règlement, le temps que la justice prenne le temps de répondre sur le fond. Et évidemment, il y a des procédures d'appel. Tout ce que j'ai dit, l'argent, l'appel à la charte, les procédures d'appel, tout ceci est affaibli à travers le projet qui est devant nous. Donc déjà, j'ai expliqué que la charte est affaiblie. Mais à l'article 9, n'importe quelle loi qu'une simple majorité parlementaire décide de mettre, il rajoute une clause, la clause de souveraineté parlementaire. Ils n'ont pas besoin de contextualiser ni de justifier le moindre dépassement aux droits fondamentaux. Plus aucune violation des droits fondamentaux peut être invoquée. Laissez-moi le répéter. N'importe quelle majorité dans cette Assemblée qui décide de rajouter cette clause de souveraineté, sans jamais avoir à expliquer pourquoi, peut bafouer tous les droits fondamentaux qu'elle voudrait. C'est quand même délirant, Madame la Présidente. Bon, Madame la leader adjointe du gouvernement, vous avez un appel au règlement, je vous écoute. Oui, Madame la Présidente, là, on parle d'une assemblée qui est souveraine et cette question-là de l'usage de la clause dérogatoire est justement devant les tribunaux. Elle est justement devant les tribunaux. Règlement 35, paragraphe 3 à faire devant les tribunaux, c'est justement débattu. D'ailleurs, on a à l'unanimité décidé qu'on pouvait le faire. Maintenant, je pense qu'on doit respecter cette Assemblée, Madame la Présidente, et c'est justement débattu devant les tribunaux. Bravo. Vous avez raison, Madame la leader adjointe du gouvernement. Je vous appelle à la prudence, Monsieur le député. Vous pouvez poursuivre. Merci. J'accepte la prudence, Madame la Présidente. Je parle de l'article 9. Si on n'est pas capable de parler de l'article 9 ici dans cette noble Assemblée en tant que législateur d'un projet de loi qui est devant nous, je ne sais pas où est-ce qu'on est capable d'en parler. L'article 9, et je lis, une loi peut inclure une clause de souveraineté parlementaire sans contextualiser ni justifier. C'est ça qu'il y a ici devant nous, pas devant les tribunaux. Ça veut dire que n'importe qui, n'importe quelle majorité... Alors, il va falloir nous laisser... Oui. Juste une personne à la fois, s'il vous plaît, parce que sinon, on n'entend pas. Alors, Madame la leader adjointe du gouvernement, j'écoute votre intervention. On vient de reprendre presque mot à mot le propos pour lesquels je vous ai demandé une intervention et pour lesquels vous êtes intervenu en demandant la prudence. Et visiblement, votre avertissement n'a pas porté fruit, Madame la Présidente. Écoutez... Madame la Présidente, juste je voudrais répondre à ça. Je veux juste, monsieur, je suis debout, on vous entend pas d'une façon ou d'une autre, même si vous continuez à parler. Alors, je vous invite à attendre que j'ai fini mon intervention. Vous ne devez pas vous approcher au cœur du débat, mais vous pouvez parler évidemment du projet de loi en cours, qui est le projet de loi numéro 1. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je cite un article du projet de loi. J'inviterai, s'il vous plaît, à me laisser terminer. Et effectivement, cet article est très grave et nous allons en parler. Parce que, Madame la Présidente, dans une démocratie, on doit effectivement expliquer pourquoi est-ce qu'on déroge à des droits fondamentaux, y compris par tous les pactes que j'ai nommés juste avant. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc non seulement on affaiblit la charte, mais en plus, on peut rajouter une clause pour ne même plus être capable de l'appeler, mais même
le fait d'avoir accès à de l'argent, parce qu'il y a l'article 5 qui dit que tous les organismes qui reçoivent de l'argent, il y en a 145 qui sont nommés dans son projet de loi, plus tout ce que le ministre voudra bien faire par un simple décret, eh bien, ils ne pourront plus utiliser leur argent pour contester des projets de loi. Et ça inclut les universités. Imaginez que un gouvernement décide d'atteindre l'autonomie des universités. Ils ne pourront même plus aller défendre leur droit à la libre parole et à la libre pensée en tant qu'universitaire. Ça inclut la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui aujourd'hui est devant les tribunaux contre ce gouvernement parce qu'elle conteste des politiques de profilage racial où les Noirs, les Autochtones, les Arabes se font arrêter 4 fois plus sans aucune raison valable et où ce gouvernement va appel après appel contester. Et donc il accepte, oui, que des citoyens soient des citoyens de seconde zone devant la police du Québec. Oui, juste un instant. Madame la leader adjointe du gouvernement, vous avez un appel au règlement, alors je vous écoute à votre... Absolument, un respect de cette Assemblée, propos injurieux, prêter des intentions. Je pense que je peux vous citer tous les articles de 31 et suivants. Je pense qu'on dépasse la ligne en prétendant et en insinuant que ici, de ce côté-ci de la Chambre, et même à l'Assemblée, on cautionne des actes qui sont des actes de profilage ou des actes racistes, Madame la Présidente. Je pense que ça dépasse les bords. Merci, Madame la leader adjointe du gouvernement. Monsieur le député, vous savez qu'ici, en cette Chambre, vous ne pouvez pas imputer des motifs. Alors, s'il vous plaît, vous connaissez les règlements. Ça fait quand même 4 ans que vous siégez ici. J'ai pas besoin de vous les répéter. Je vous rappelle à la prudence. J'accepte, Madame la Présidente. Je rappelle juste les faits. Premièrement, je n'ai pas traité qui que ce soit ici de raciste ou d'appeler quelque chose de raciste. Faut un peu à un moment arrêter avec ça. Deuxièmement, les faits sont qu'il y a des Noirs, des Autochtones et des Arabes qui sont arrêtés sans raison valable. C'est les rapports de la Commission des droits de la personne, entre autres, qui y font lieu. Et je pense que personne ne conteste ça ici dans cette Chambre. Et effectivement, ce gouvernement est actuellement en appel contre des décisions qui vont à l'encontre de ces pratiques, qui font en sorte que ces personnes se font arrêter sans raison valable. C'est pas possible, Madame la Présidente. C'est pas possible. Oui, Madame la leader adjointe du gouvernement. Directement, vous n'avez pas demandé de retirer les propos, vous avez appelé à la prudence. Maintenant, on insinue de l'autre côté de la Chambre que parce qu'on conteste certaines décisions qui iraient, selon le député, le collègue, à l'encontre de ces pratiques-là, ça voudrait dire qu'on cautionne ces pratiques-là. Il y a plusieurs raisons, Madame la Présidente, pour contester en cours des décisions, pour aller en appel de décision. Alors, on ne peut pas, de façon indirecte, insinuer que les contestations qui sont faites de façon légitime devant les tribunaux, c'est parce qu'on est en faveur, parce qu'on serait supposément en faveur d'arrestation, de profilage ou de racisme. Alors, Madame la Présidente, je vais vous demander de non seulement l'appeler à la prudence, mais d'exiger qu'il retire ses propos. Bravo, bravo. Merci, Madame la leader adjointe du gouvernement. Écoutez, rapidement, là, parce que le temps passe, là, il reste 3 minutes au débat. Monsieur le député, je vous rappelle à la prudence, il ne faut pas imputer des motifs. Vous le savez très bien, ici en Chambre, à aucun député, que ce soit sur un bord ou sur l'autre de cette Chambre. Vous pouvez poursuivre, il vous reste 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je comprends que la partie du gouvernement soit mal à l'aise avec les faits. C'est des faits que je dis et je n'ai pas imputé aucune intention. Par contre, c'est ce qui a été fait de l'autre bord. Bon, il me reste 2 minutes. Je n'aurai pas le temps, Madame la Présidente, de passer à travers tout ce que j'avais à dire, malheureusement. Tout ce que je peux vous dire, Madame la Présidente, c'est que ce projet de loi est contraire à tous les principes possibles et imaginables qu'on devrait retrouver dans une Constitution, dans son processus, dans le fait qu'il affaiblit les droits fondamentaux des Québécoises et des Québécois, dans les contre-pouvoirs, dans les droits des Premières Nations, dans les droits de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et laissez-moi prendre quelques instants pour revenir sur l'article 29. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a retiré l'article 29 qui devait légaliser l'avortement. Or, Madame la Présidente, les groupes anti-choix, c'est justement un débat qu'ils voulaient en plus du fameux article. Et le débat, ils l'ont déjà eu, ils ont gagné. C'est pas seulement ça. Tous les groupes féministes sont venus à l'Assemblée nationale, les médecins nous dire « N'y touchez pas, la jurisprudence nous assure que nous sommes déjà
protégés. Or, la jurisprudence, elle est basée sur quoi? Sur les chartes, Madame la Présidente, sur le droit à l'égalité, le droit à la vie, le droit à la santé, tous ces droits fondamentaux que, justement, un gouvernement avec une constitution comme celle-là pourrait tout simplement déroger, bloquer, interdire, rendre compliqué l'accès à l'avortement, juste en utilisant la souveraineté parlementaire, parce qu'un jour, une majorité décidera que les femmes doivent se mettre au boulot, avoir des enfants, reparticiper à un effort de guerre, ou je ne sais pas quelle autre bêtise. Et c'est pour ça qu'on ne déroge pas aux droits fondamentaux. Et si on accepte qu'on déroge sans aucune raison, nous avons accepté qu'entre autres choses, le droit à l'avortement est totalement à risque et qu'il n'y a aucune manière de le défendre. Fait que, Madame la Présidente, tout ce qui est devant nous est à rejeter. L'ONU le dit, les groupes le disent, l'opposition le dit, et nous le savons, ils vont se rendre à la raison et nous allons gagner. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député. Donc, il y reste quelques secondes, Madame la députée. Je ne sais pas si, compte tenu de l'heure, je pense qu'il est préférable que vous repreniez lorsque nous allons reprendre le débat. Alors, compte tenu de l'heure, les travaux sont ajournés au mardi 31 mars 2026 à 10 heures.